Madame, monsieur, soyez les bienvenus sur le Zéphyr et merci de votre attention. Marie Dosé, avocate de l'inconfort intellectuel. Je crois que je suis en lutte permanente contre la facilité. Parce que pour moi, tout ce qui est facile conduit nécessairement à la médiocrité. J'entends tout autour de moi, mais c'est complètement idiot. Comment ça c'est de l'art? Mais comment tu peux défendre une femme qui montre son sexe? C'est tellement bête. Et en fait, on distille et on trouve de l'intelligence dans chaque chose. Il suffit de le vouloir, de le voir et de le travailler. Donc en fait, l'important pour quitter la médiocrité, c'est pas de décider que d'une façon un peu arbitraire ou facile, c'est médiocre ou ça l'est pas. Il faut travailler chaque chose. Et dès l'instant où on quitte la sphère de la facilité, on pose de l'intelligence, tout le temps. Donc en fait, ce que je ne supporte pas, c'est la facilité. Mais dans une réaction, dans un pouvoir ou dans un contre-pouvoir aussi. Donc je peux pas, j'ai jamais été l'avocate du contre-pouvoir, je m'installe jamais dans un rapport de force en fait. Ce dont j'ai peur, je crois vraiment, c'est cette capacité des gens à succomber à la facilité. Je pense que c'est là où ils deviennent dangereux. Intellectuellement, et donc ensuite on le sait très bien, émotionnellement, etc. Comme il est facile de décider que ça c'est le bien et ça c'est le mal. Comme il est facile de décider que celui qui est en prison, c'est normal, il y est. Voilà, on dompte un peuple par son engouement à la facilité aussi. Ce gouffre maintenant entre l'avocat et le magistrat, c'est aussi tout simplement parce que l'avocat fait peur, sa liberté fait peur. C'est pas seulement une forme de renégat, le complice de ses clients, etc. Ça c'est facile de dire ça. C'est celui aussi qui encombre, qui empêche le magistrat de tourner en rond, qui empêche le magistrat d'incarcérer, qui fait perdre du temps au magistrat parce que le magistrat il n'a pas envie d'entendre parler d'eux. Donc c'est aussi, très franchement, et ça moi je le vis depuis 16 ans, dans chaque seconde de mon quotidien, l'avocat il est l'emmerdant quoi. Voilà, c'est toujours celui qui vient dire au système excusez-moi mais on va pas faire tourner la roue dans ce sens-là, on va peut-être essayer de faire autre chose. Et quelque part, parce qu'on est aussi dans un système inquisitif, ce système là judiciaire, c'est une machine judiciaire extrêmement violente, extrêmement prégnante, qui écrase le justiciable. L'avocat, il est cette voix qui fait qu'il ne peut pas écraser impunément, ou en tout cas, il ne peut pas écraser dans le silence. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, je pense que la magistrature a décidé, ou en tout cas, les hommes de robe ont vraiment décidé de séparer deux types de robes. C'est pas possible, c'est incompatible. Moi, j'ai pas de bon rapport avec les magistrats. J'en ai peut-être parfois dans les colloques, en dehors de leur fonction et de notre quotidien professionnel, mais ça se passe jamais bien. J'allais vous le demander d'ailleurs, si vous pourriez devenir juge. J'ai écrit un bouquin, je crois que j'ai terminé par « Je souhaite à personne de porter cette robe-là ». Mais en parlant de moi, je pense que c'est une incapacité totale, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais parce que... non pas parce que c'est trop de responsabilité, mais parce que je pourrais pas oublier tout ce que j'ai vécu pendant 17 ans, quoi. Vous savez, faut une certaine aisance pour ça. Certains disent, mais comment tu fais pour défendre un violeur? La difficulté, c'est pas ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour accuser tout le temps, pour se sentir à ce point légitime, pour choisir ou décider d'une peine, ou pour inviter les gens à punir et à enfermer. C'est compliqué, le mal, il est fait. Le mal, il est fait de toute façon, donc il faut quand même avoir une propension pour pendant 30, 40 ou 50 ans dire, moi, je vous dis qu'il faut faire ça. Puisque le mal est fait, je trouve que l'avocat, qui est censé prendre le mal et puis essayer de le remettre dans une société ou essayer d'en faire quelque chose d'intelligent pour lui, pour nous, pour tout le monde, pour la victime aussi, quelque part il est plus auxiliaire de justice que le procureur de la République qui dit maintenant punissons-le, on est tous d'accord pour le punir. Donc là encore je trouve que c'est beaucoup plus facile d'être procureur qu'avocat, et en même temps je pourrais jamais être procureur parce que cette facilité à montrer du doigt alors qu'il n'y a pas besoin de le faire puisque le mal est là et on le sait, je l'aime pas, elle me fait peur. Comment on punit des gens qui n'ont plus peur de la prison? Vous pouvez dire qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de la prison. Est-ce que la sanction sert à faire mal et à punir, à faire peur? Quelle est la finalité de la sanction? Si la finalité de la sanction c'est faire peur et faire mal, on va regretter donc que les gens n'aient plus peur et n'aient plus mal en prison. Oh là! Si par contre, la finalité de la sanction, et tout particulièrement pour quelqu'un qui est prêt à se faire sauter, à tuer, c'est enfermer, c'est rien d'autre, la prison, normalement, pas en France.
depuis l'état de nos prisons, mais c'est enfermer. Pourquoi ? Pour mieux punir, c'est-à-dire pour qu'à l'intérieur de la prison, on fasse quelque chose d'autre de ce terroriste qu'un terroriste. Mais si effectivement on se dit, puisqu'elle a eu mal, il faut lui faire mal, il a plus peur dans la prison, donc c'est embêtant, eh bien dis donc, depuis que l'homme est homme, certains n'ont pas peur du gendarme. D'abord, avant de l'avoir rencontré, je peux vous assurer qu'il y a aussi certaines personnes qui, une fois qu'ils le rencontrent, ont peur du gendarme, et je peux vous assurer que nos prisons sont dans un tel état que la peur du gendarme peut fonctionner comme ça, et c'est bien triste, parce qu'en fait, on crée des bombes à retardement. Dès l'instant où on explique à quelqu'un, puisque tu as mis une baffe, je vais te jeter par la fenêtre du 4e étage, c'est un peu ce qui se passe en France. C'est-à-dire que quand on est accusé d'avoir frappé sa femme, on se retourne en prison, une chance sur 5 pour qu'on se fasse violer dans une douche. Donc, oui, le problème, il est là. C'est comme avec un enfant. Vous n'apprenez pas à quelqu'un à ne pas être violent en le frappant. Bon, la prison républicaine aujourd'hui en France, elle en est là. C'est-à-dire que c'est une violence républicaine qu'on inflige. C'est pas un enfermement, c'est une violence républicaine. C'est un peu compliqué d'expliquer à quelqu'un qu'il ne faut pas être violent en étant violent avec lui, très souvent de façon beaucoup plus prégnante. Maintenant, sur ce que vous disiez juste avant, depuis que l'homme est homme, depuis que la terre tourne rond, il y a des gens qui n'auront jamais peur du gendarme. Donc, et c'est comme ça. Il faut cesser avec cette société risque zéro. Et cet homme qui est plus à risque à courir, faut nécessairement se prémunir de tout. Mais non, il faut accepter qu'il y a des gens, vous allez avoir vous des enfants, d'autres un cousin, une petite tête brûlée, souvent des petits génies d'ailleurs, excusez-moi du peu, mais c'est aussi parce que certains hommes n'ont peur de rien, qui seront les plus grands génies de notre siècle. Oui, il y a des gens qui auront peur de rien et qui n'auront pas peur du gendarme. Et ceux-là, soit ils vont faire de leur vie ce que nous serons tous incapables de faire parce que nous serons bloqués dans nos peurs, soit ils vont faire le pire parce que justement ils n'en auront pas peur non plus. Donc il faut fabriquer des sociétés qui les invitent à aller dans le meilleur et pas dans le pire, et ça se fait en dehors de la prison, mais ça se fait socialement. Et puis une fois qu'ils ont touché le pire, eh ben, il faut avoir des prisons qui leur démontrent qu'ils sont aussi capables du meilleur comme du pire, justement dans leur capacité à n'avoir peur de rien, c'est tout. Le problème, il est là. Il n'est pas de se dire, mais puisqu'ils n'ont peur de rien, comment... La prison, elle sert à rien dans l'état où elle est. Mais elle devrait. C'est moi, vous savez, et notamment en matière de terroriste, avec un ou deux de mes clients qui ne sont pas encore jugés, je passe mon temps au parloir avocat à faire des dictées, faire de la littérature, puisqu'ils n'ont droit à rien, qu'il n'y a pas d'activité, qu'il n'y a rien. Ces gosses, ils ont 19 ans. Ils ont 19 ans, on est en train de fabriquer du terrorisme en France. Dans les prisons. Mais c'est pas parce qu'il y a d'autres terroristes qui les contaminent. Non, c'est le traitement pénitentiaire qui les rendra plus terroristes qu'ils ne le sont. Mais ça, faut pouvoir l'entendre. Donc, la vraie question est celle-là. Il faut que les prisons répondent à leur fonction qui est de punir, c'est-à-dire d'enfermer. Et il faut que les prisons soient le lieu où les psychologues, les artistes, les intellectuels, les religieux, mais pas n'importe lesquels, fassent un travail d'éducation. On ne combat pas la radicalisation par autre chose que la religion. On ne dit pas à quelqu'un qui est radicalisé en prison, je vais te mettre à l'atelier couture, et puis sinon tu ne feras pas d'autres activités parce que tu vas contaminer les autres, et puis dans 10 ans tu seras guéri, tu sortiras. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Le problème, c'est que on ne veut pas mettre les moyens en prison parce que c'est pas populaire, et qu'aujourd'hui... le pénal, c'est d'abord un instrument politique, aux fins électorales, donc à partir de là, c'est terminé. On en est à, je sais pas, moi, combien, 15, 20, 25 rapports parlementaires sur l'état des prisons aujourd'hui, avec les hommes politiques qui viennent visiter, oh mon Dieu, des rats. Ça commence à suffire, là. Donc on le sait qu'on est en train de fabriquer de la délinquance, du terrorisme, de la violence dans nos prisons républicaines. Soit on décide de céder à la facilité, encore une fois, et notamment la facilité intellectuelle qui est de dire on va pas mettre de l'argent pour ces pauvres cons, soit on décide d'être responsable. Mais la prison, c'est une privation de liberté, c'est tout. Et après, qu'est-ce qu'on fait de cette privation de liberté ? Est-ce qu'on les rend encore plus durs, méchants, violents ? Ou est-ce qu'on se dit qu'on a tout à gagner à les sauver d'eux-mêmes ? On est dans une société qui fonctionne exclusivement sur la vengeance et sur la victimisation à outrance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour exister, pour être protégé, pour être aimé, il faut être victime. Donc là, je suis victime de harcèlement sexuel.
je suis victime de la façon dont les hommes me parlent. Dès que je suis victime, je suis regardée, je suis respectée, je suis entendue. Et judiciairement, on est passé, s'agissant des victimes, des parents pauvres de la procédure pénale, vraiment, il n'existait pas, à une hystérie victimaire où la victime a toute la place dans le procès pénal, on entend qu'elle, c'est la dictature de l'émotion, c'est le type dans le box dit je m'excuse, fallait pas le dire comme ça, non mais je le dis comme ça, mais fallait le dire avant, mais ça ne va jamais, c'est fini. Aujourd'hui, un procès c'est d'abord celui de la victime. Et c'est ce qu'on a, la justice elle n'est pas faite pour les victimes. La justice est faite pour juger ceux qui sont coupables d'avoir fait quelque chose. Le coup de moi je pourrais jamais me reconstruire tant qu'il n'y aura pas de procès, c'est n'importe quoi. C'est donner une fausse idée, une fausse image, une fausse définition de la justice, et c'est finalement instrumentaliser les victimes. Donc de toute façon, on est aujourd'hui dans une société, mais qui cède à la facilité aussi là-dessus. Le principal, c'est qu'on ne voit pas l'émotion de celui qui est jugé, mais que celle d'une victime déborde. Donc on est en pleine hystérie victimaire. Est-ce que c'est ça finalement que vous appelez le populisme pénal ? Le populisme pénal, c'est ça entre autres. Regardez l'année, je sais plus, dans les années 70, celui qui faisait la une de Libération, c'était Mesrine avec son arme. Puis sous Sarkozy, il y a à peu près 5 ou 10 ans, je sais plus, on va dire 10, c'est le père d'un gamin qui avait été enlevé et qui avait été malmené par un type, je sais plus s'il avait été violé ou pas, c'était un fait divers en tout cas, qui avait son gosse dans les bras. Et on est passé de ça, on est passé de ce fantasme du voyou, du mauvais garçon, ce fantasme, à cette sacralisation de la victime. Mais c'est cantonner la victime dans ce qu'elle a vécu, de lui faire plus de mal, ça, que de la figer à ce qui lui a été fait. Lui donner une identité par rapport à ce qui lui a été fait. Aujourd'hui, on cède à cela. Et c'est ça la vraie difficulté. Le populisme pénal, ça englobe ça et bien d'autres choses. Moi, je pense que ça s'est amorcé avec une certaine droite, le populisme pénal, et que celui qui a fait le plus de mal sur ça, c'est Sarkozy, en sa qualité de ministre et puis ensuite en sa qualité de président de la République. Il a saccagé le droit pénal. Il a un fait divers, une loi. Il a vraiment fait le pire pour que la justice devienne un fait divers éternel sur lequel chaque citoyen et chaque justiciable pouvait cracher son venin. Oh le méchant, le mauvais, oh la pauvre, oh le pauvre. Et le bien, le mal. On évoque, on parle et on excite les pires instincts. C'est pas en expliquant qu'il faut mettre beaucoup d'argent dans les prisons, qu'il faut respecter les droits des accusés, les droits de la défense, qu'un porc, ça n'existe pas, mais qu'un homme peut se comporter ou comme un porc. C'est pas comme ça qu'on gagne une élection électorale. Donc, soit ceux qui choisissaient d'avoir des ambitions politiques ne sacrifiaient pas tout et considéraient que la hauteur de leur fonction exigeait qu'on n'ait pas envie d'entendre ce qu'ils avaient tout de même à dire, soit on faisait comme Sarkozy et puis il n'y a pas de marche arrière possible. Ce qu'il a fait de cette fonction laisse nécessairement des traces dans la politique. Vous voyez, aujourd'hui, la justice, c'est la priorité de qui, de quoi ? Je lisais un communiqué où une des priorités de la chancellerie, c'est de mettre des grosses vitres dans les box, parce que quand même, pour les questions de sécurité, c'est important, c'est sûr. On déshumanise complètement la justice aujourd'hui. On est en train de plaider par visioconférence. Les types, on a 10 cm de glace entre nous et les juges, donc comme ça, au moins... Ils sont bien identifiés dans le box comme des présumés innocents. Enfin, c'est une catastrophe, tout ça. Mais ça fait partie de ce qui s'est installé sur plusieurs années. Vous savez, c'est un peu comme ça quand on décide que les prostituées vont aller en banlieue et pas dans le centre des villes. C'est la même chose quand un maire, à un moment donné, met du répulsant pour pas qu'il y ait des SDF dans son centre-ville. C'est la même chose, c'est-à-dire que et avec la complicité silencieuse de tous les citoyens qui ne bougent pas. Les confrères du barreau de Bobigny sont comme d'habitude extraordinaires. Ils se mobilisent, ils appellent, ils se battent et ce sont des confrères exceptionnels. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Vous savez, vous êtes placé en garde à vue puis vous allez être jugé au commissariat. Vous allez voir. Vous voyez ?
Vous êtes placé en garde à vue, puis à la fin de votre garde à vue, on dit bon, allez maître, vous êtes là, monsieur le juge, allez-y. Dans les cellules de garde à vue, vous allez voir si vous allez être présumé innocent, si tout va se passer dans une grande sérénité. Si le local du commissariat ne va pas nécessairement avoir un rôle sur ce qui va vous arriver judiciairement. Il y a des enceintes pour tout. Pour arrêter, pour interpeller, pour interroger et pour juger. Macron, en confiant au droit commun des assignations à résidence et des perquisitions administratives. Donc en gros, en faisant rentrer l'état d'exception, ou en tout cas en faisant entrer l'état d'urgence dans le droit commun. C'est ce qu'il a fait. Mais c'était pas dans son programme, mais je vais même aller plus loin. Marine Le Pen, elle n'a pas osé le mettre dans son programme non plus au présidentiel. Vous avez voté pour ça, vous ? Les gens qui ont voté Macron, ils savaient qu'il allait faire ça ? Alors, il l'a pas fait, il a eu raison, parce que je pense que ça aurait, en période électorale, râlé. Marine Le Pen n'a pas osé le faire en disant on va aller trop loin, et voilà. Mais par contre, là, il le fait, et ça passe comme une lettre à la poste. Il suffit juste de dire lutte contre le terrorisme, on autorise tout, on entend tout, on accepte tout. Et là, aujourd'hui, les assignations à résidence sont entrées dans le droit commun. Les perquisitions administratives sont entrées dans le droit commun. Moi, j'ai défendu plein d'assignats à résidence. C'est complètement délirant. Tous les organismes européens de consultatifs sur les droits de l'homme sont en train de dire qu'on fait n'importe quoi. Hein. Donc il y a déjà des signaux d'alarme et d'alerte qui ont été donnés au niveau européen. Quelqu'un d'extrême droite qui arrive au pouvoir n'a pas besoin de réforme. Je pense qu'une certaine frange de la société est inquiète, mais qu'en même temps, ce qui s'est passé dans ce pays fait en sorte qu'il y a une forme de sidération de toute une autre frange de la société et qu'on n'arrive à rien d'autre. Hein. C'est une acceptation générale. On fonctionne toujours par le sang, on n'y arrive pas. On passe des parents pauvres de la procédure pénale à l'hystérie victimaire. On passe de ne déposons pas plainte, j'ai peur d'aller au commissariat, j'ai peur de dire et j'ai honte, à balance ton porc. Enfin, puis après, balance ton porc, il y en aura un qui va se suicider parce que ce sera pas lui et que véritablement. Et on va dire oh là là, marche arrière. On crie, on s'énerve, on passe dans l'outrance et puis ensuite on réfléchit. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois, on ajoute un texte. Le viol imprescriptible, c'est un cauchemar. On ne se rend pas bien compte là. Le viol imprescriptible, mais vous vous rendez compte, donc vous, à 75 ans, il y a une dame de 20 ans moins que vous, 55 ans, qui va expliquer qu'en fait, il y a 50 ans, quand vous aviez 25 ans dans une soirée, d'accord, vous l'avez embrassée, elle ne voulait pas, vous lui avez caressé les seins, elle n'avait pas envie, et à un moment donné, il y a une pénétration digitale, elle est sûre que c'est vous, et depuis 30 ans, elle n'en vit plus. Vous avez 75 ans, vous êtes placé en garde à vue, mise en examen, pourquoi pour une détention provisoire ? Et puis on va faire quoi ? On va, 35, 50 ans plus tard, interviewer des témoins qui étaient là à la soirée. Puis on va faire quoi comme analyse ? On va demander à un psychologue, ça va être comme ça. Ça va être le psychologue de madame qui va vous expliquer qu'elle est crédible ou pas. Elle va être crédible, hein, je vais vous dire. Mais c'est un cauchemar, cette histoire-là. La plus belle histoire qui a été écrite sur la nécessité de la prescription, c'est Les Misérables de Victor Hugo. C'est Jean Valjean. Voilà. Le droit à l'oubli. Mais c'est pas qu'un droit, c'est une nécessité. Il n'y a rien de pire que l'émotion. Hein. Rien de plus dangereux. J'ai jamais très bien compris cette histoire d'ego chez les avocats pénalistes. Je ne comprends pas d'où elle vient. Pour moi, c'est l'école de l'humilité et de l'ingratitude. C'est-à-dire que on est ce qu'on défend. C'est la confiance qu'on nous donne. On est la voix des autres, on est complètement effacé. Et puis à un moment donné, on rend la légitimité. C'est une responsabilité terrible. Et pourquoi l'école de l'ingratitude ? Parce qu'il ne faut pas imaginer qu'une fois qu'on a défendu, qu'on a donné à peu près tout ce qu'on avait, et ce qu'on défend s'arrête d'être des voyous, des malpolis ou des méchants. Enfin, je veux dire, avec nous-mêmes, ils sont très durs. Donc, et c'est tant mieux. Parce que si on fait ce métier pour être aimé, il ne faut pas le faire du tout. Il faut faire ce métier parce qu'il faut aimer défendre ou avoir besoin de défendre. C'est la défense qu'on aime. Mais je peux vous assurer que c'est l'école de l'ingratitude.
je me suis jamais beaucoup intéressée à moi-même, mais parce que c'est pas mon sujet de prédilection, mais que par contre, j'ai toujours le sentiment d'être faite des autres, oui, ça c'est vrai. C'est une immense curiosité, une immense confiance aussi. Plus confiance en moi, probablement. Donc, oui, j'ai une immense admiration. Je suis très admirative de beaucoup de choses et de gens qui me sont extérieurs et qui me sont étrangers. Donc, je crois que c'est ça d'abord. Cassure ou fêlure, j'en sais rien. Je pense que la musique, quand on a grandi, quand on a passé son enfance et son adolescence à travailler beaucoup son instrument, on s'est tu aussi. On n'a pas beaucoup d'adolescence parce que travailler son instrument 3, 4, 5 heures par jour entre 12 et 20 ans, ça laisse peu de place au boom, aux fêtes, au goûter. C'est d'abord une hygiène de travail, mais c'est aussi tout un langage entre soi et l'instrument, et donc l'absolu aussi. Ce qui fait que je pense, oui, que pour moi, la prise de parole, elle a quelque chose de sacré parce qu'elle a quelque chose de la musique. En tout cas, le langage, je l'ai toujours considéré comme une arme. Voilà. Un peu comme un langage musical, comme un instrument. Instrument de quelque chose au service de quelque chose, au service des gens aussi. Mais je lui voue du sacré à la langue et au langage. Et vous avez jamais pensé à écrire comme... Puis avec un écrivain. Ah oui. Non, je vis avec un instrument, avec un instrument envoyé, avec un écrivain, et j'ai la chance c'est une chance magnifique de se réveiller le matin et puis d'avoir une nouvelle comme ça sur la table, écrite dans la nuit. C'est la culture qui me sauve, mais comme elle sauverait n'importe qui, comme elle sauverait tous ceux que je défends. Et souvent j'arrive avec, comme je vous disais tout à l'heure, des dictées ou des livres en détention. Parce que véritablement, c'est la seule chose qui peut vous sauver tout. Moi, j'ai été sauvée par la radio. En tout cas, j'ai été éduquée par la radio. Par l'école aussi, bien sûr. Mais la radio, France Culture, m'a tout appris presque. Ou France Inter, à un moment donné, Masquer la plume, tout ça. Et cette rencontre-là, elle... Quand est-ce que vous écoutiez la radio Tout le temps. Enfant, tout le temps. J'ai jamais eu la télé. Mais je pense que ça sauverait n'importe qui. Je me souviens, j'ai un client que j'aime énormément et ouais, ça c'était magnifique quand même. Je suis allée au parloir, il s'est assis devant moi, il m'a dit « Oh la vache, comment je l'ai kiffé la clève !» Non seulement il n'y a rien en prison, mais le peu qu'il y a sert à gérer la violence. C'est-à-dire que quand il y a un suivi psychologique qui est mis en place pour quelqu'un qui ne va pas bien, il va pas voir le psychologue pour comprendre pourquoi il en est arrivé là, pourquoi ce passage à l'acte, comment est-ce qu'il pourrait être différent à l'extérieur, qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça. Il va voir un psychologue toutes les semaines pour supporter la violence qu'il y a autour. Donc en fait, c'est encore pire. C'est-à-dire que quand j'entends les juges, monsieur, alors ça fait 14 mois que vous êtes en prison, c'est votre jugement aujourd'hui et vous n'avez pas réfléchi à tout ça. Ben non. Non, parce que j'ai réfléchi au mec là à côté de moi, je trouve qu'il est bizarre. Dans le lit, et la nuit, j'ai peur qu'il se lève pour m'en coller une. J'ai réfléchi en promenade aux rats qui sont là, et puis après, j'ai réfléchi à pas avoir peur quand je passe dans le surveillant, parce que c'est à ça qu'ils réfléchissent. En fait, ils ne sont là que pour gérer et supporter la violence carcérale. Donc, en réalité, c'est non seulement elle remplit pas son rôle, mais elle crée du pire. Vous voyez ? Et c'est en cela, ce que je disais tout à l'heure. C'est que les psychologues, mais c'est même terrible pour nous, je vais vous dire, parfois l'avocat. Merde, bon écoute, faut que tu reconnaisses, d'accord ? Là, dans le dossier, ça suffit maintenant. Donc moi, je vais l'expliquer. Et ils vont voir le psychologue, et comme le psychologue, il n'est pas là du tout pour les malmener, mais il est là pour prévenir tout passage à l'acte, vous voyez ? Ben non, il est conforté, dans l'autre sens. Vous voyez ? Donc, on fait n'importe quoi. Quand une maison d'arrêt, rentrer dans une maison d'arrêt, je parle par exemple d'affaires d'inceste, toutes choses comme ça, où cette personne, il faut qu'à un moment donné, elle concède quelque chose pour pouvoir avancer. Si elle est dans le déni total, on n'y arrivera pas. Mais la prison, c'est une fabrique du déni. Le premier qui dit que c'est lui, il s'en prend une, d'accord ? Et de toute façon, pour pouvoir reconnaître ce qu'on a fait, encore faut-il pas avoir peur du vide.
et pas avoir peur de reconnaître. Et le psychologue, lui, il n'est pas là pour m'amener le type. Hein. Il est là pour lui dire, ok monsieur, c'est pas grave, ça va aller, voilà, faites pas de conneries. Mais le mec, il fera pas de conneries si on lui dit, d'accord, vous l'avez pas fait. Mais, donc en fait, on a un schéma qui est complètement inversé.